Et un grand temps qui va remonter aux origines du web. C'était il y a presque 30 ans. Et aujourd'hui, on ne retient qu'un nom, celui de Tim Berners-Lee. Pourtant, le Britannique n'était pas seul au CERN à proposer son projet de grand réseau mondial. Il fut aidé de Robert Cailliau, un ingénieur belge oublié pour le moment par l'opinion publique, mais c'était Quentin Jardon qui a décidé de partir à la recherche de ce cofondateur du web. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi cette quête, Quentin Jardon? J'ai lu que vous n'étiez même pas geek. Ah non, absolument pas. Je connaissais plus ou moins rien à l'informatique. Et je ne peux pas prétendre aujourd'hui être devenu un grand spécialiste de la question. Vous êtes journaliste. Je suis journaliste. Et alors, par contre, je suis devenu spécialiste on va dire, des idéaux, des valeurs qui étaient portées par les pionniers du web, ceux qui ont vraiment été à la base de cette invention révolutionnaire, et en particulier le Belge Robert Cailliau. Ces valeurs, vous pouvez les préciser justement parce qu'elles ont été oubliées, dévoyées aussi. Dévoyées, perverties par notamment les grandes plateformes comme Google et Facebook. Ces grandes valeurs, c'était l'utopie d'un monde où l'information serait entièrement partagée, libre, accessible à tous, augmentée par tous aussi, où chacun pourrait apporter sa pierre à l'édifice de façon libre, à travers notamment certains logiciels. Et c'était l'envie aussi d'un monde, et ça c'est quelque chose qui nous a vraiment échappé avec le temps, d'un monde déconcentré en fait, et donc où chacun dans son salon aurait son serveur avec ses informations qu'il pourrait héberger, et qui participerait avec ce serveur à une sorte de constellation mondiale de savoir et de connaissances. Et un réseau citoyen. Un réseau citoyen, voilà, tout à fait. C'est vraiment l'idée d'un outil citoyen accessible à tous. Et ça a été perverti dans le sens où, au final, c'est le contraire qui s'est produit. C'est que ce monde-là s'est totalement concentré avec des données privées qui sont maintenant quasiment uniquement possédées par des grandes plateformes. Et ça, pour les commercialiser, bien entendu, parce que c'est ça l'enjeu. Et c'est ce qu'on découvre dans votre livre aussi, cet enjeu-là, justement, sur cette création du web au départ et cet apport libéral, en fait. Qui a tout pris, en fait, en définitive. Oui, alors maintenant, on va dire, tiens, ils ont été sans doute trop naïfs, ces fondateurs, et Robert Cailliau en particulier, qui est le personnage principal du livre. Sans doute qu'ils ont fait preuve de naïveté, mais je pense qu'ils avaient mis quand même un certain nombre de garde-fous en place pour éviter ce type de dérive. Mais le problème, c'est que leur invention reposait malgré tout sur un système capitaliste, et donc forcément, les meilleurs, les plus gros, allaient s'emparer de l'essentiel. Et les Américains, notamment. On va y revenir. Alors, votre livre s'appelle Alexandria. Il est publié chez Gallimard. C'est quoi Alexandria? Alexandria, c'est un projet. Alors c'est un projet qui était porté par Robert Cailliau lui-même, un dossier en fait d'une 50aine de pages qu'il avait intitulé Alexandria et qu'il avait défendu en 1994, en 1994 à la Commission européenne à Bruxelles. Il avait fait le tour de presque tous les employés et eurocrates de la Commission pour leur dire il se passe quelque chose de fondamental. Là, il y a un logiciel informatique qui peut bouleverser notre monde en très peu de temps. C'est une invention européenne, mais les Américains sont en train de s'en emparer. Il faut faire quelque chose, il faut déployer les moyens nécessaires pour justement rester aux avant-postes. Et c'est un message qui n'a pas du tout été entendu, notamment par Jacques Delors, le président de la Commission à l'époque. Et donc c'est un dossier qui est resté lettre morte, qui est maintenant dans les caves du CERN en Suisse. Il sortira en 2024. Il sera accessible en 2024. Il y a une trentaine d'années qui entourent le secret des archives du CERN. Mais donc pour moi, c'était un rêve en fait de voir l'Europe défendre un idéal démocratique et citoyen. Alors cette enquête, elle a pris donc la forme d'un livre, c'est ce que je disais, et cette enquête, elle a été très compliquée, puisque ni Tim Berners-Lee, ni Robert Cailliau, l'objet principal de votre livre, ne souhaitaient vous répondre au départ, mais vous avez été acharné, vous n'êtes pas découragé. Non, tout à fait. Donc c'est ça qui me titillait dans cette histoire, c'est de voir qu'il y avait un personnage comme Robert Cailliau que non seulement personne ne connaissait, alors qu'il était quand même à la base d'un système majeur dans notre histoire, un jeune système, mais qu'en plus il s'était muré dans un silence complet depuis l'année 2013. Voilà, alors je ne sais même pas pourquoi 2013, et ni pourquoi il était enfermé dans un silence aussi obtus. Et donc c'est ça qui a attisé ma curiosité. Et donc effectivement, dans plusieurs mois, je l'ai presque harcelé, je crois qu'on peut le dire, pour le convaincre de me rencontrer, parce que je voulais qu'il me raconte son histoire, qu'il me raconte justement... Vous avez même poursuivi sa fille. J'ai même un petit peu pourchassé sa fille, et finalement c'est ça qui a servi de déclencheur. Mais voilà, je voulais qu'il me raconte ces rêves-là, et pourquoi aujourd'hui il était aussi chagriné, il était rempli de désillusions. Et je voulais à travers son récit raconter une histoire, celle du web, qui en fait n'a jamais été vraiment racontée. C'est une des hypothèses que vous soulevez dans votre livre de répasse, qu'il y a une aigreur chez Robert Cailliau d'avoir été oublié, même si sur les pages Wikipédia en français de Robert Cailliau et de Tim Berners-Lee, il est présenté sur ces deux pages, notamment sur sa page comme cofondateur et sur la page de Tim Berners-Lee comme quelqu'un qui a aidé Tim Berners-Lee. Il est quand même présent.
Il est quand même présent. Alors après, chacun jugera et dira, ben oui, mais pour quelqu'un qui a quand même... En fait, on peut dire que sans Robert Cailliau, il n'y aurait pas de web. Donc juste cette phrase-là, ça donne quand même toute la valeur historique à cet homme-là. Et donc se dire qu'il a une page Wikipédia avec, je ne sais pas, 250 ou 300 mots, c'est quand même assez faible. Quand on sait que des Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook, ou Jeff Bezos, celui d'Amazon, ont une place prépondérante dans la littérature, dans des œuvres déjà de fiction, dans des films, etc. Alors que finalement, ceux-là n'ont inventé une plateforme qui n'est que basée sur quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, à savoir le web. Ce qui est un peu compliqué, et d'ailleurs c'est ce que vous évoquez aussi dans le livre, et c'est aussi ce que vous lui posez comme question, puisque vous finissez par le rencontrer. On peut le dévoiler. Au bout de 6 mois, c'est lui qui vous recontacte. Quelle a été sa place réellement? Quel a été son rôle dans la création de ce web? Mais pour résumer de façon très simple, je dirais que c'est le premier et le seul homme qui a cru dans la proposition de Tim Berners-Lee, vous en parliez, le Britannique, proposition qui était un document d'une 20aine de pages qu'il avait soumis à son boss du CERN, Tim Berners-Lee, dans lequel il jetait, on va dire, les bases du web. Et personne au CERN ne comprenait vraiment de quoi il s'agissait, quel pouvait être le potentiel de ce système. Et il y a juste cet homme, Robert Cailliau, qui y a cru. Et donc à partir de ce moment-là, il a déployé une énergie très importante pour trouver des fonds, des étudiants notamment, juste un petit peu d'espace vital pour que cette invention puisse se développer. Il a fait entrer le loup dans la bergeraie aussi parfois. Oui, tout à fait. C'est clair qu'il a parfois, comme vous dites, fait entrer le loup dans la bergerie. Mais je veux dire, son énergie était avant tout une sorte de foi, en fait, de croyance dans la portée de cette invention. Tim Berners-Lee, vous le décrivez dans le livre comme quelqu'un d'extrêmement brillant, mais de très fouillis dans la présentation de sa pensée, alors que Robert Cailliau, lui, savait présenter les choses. C'est assez étonnant de les avoir vus s'associer tous les deux, puisque Robert Cailliau, lui, il était ingénieur, c'était pas du tout son domaine de recherche, et pourtant, ils se sont rencontrés, ils ont fait ce bout de chemin ensemble avant de se disputer et de ne plus se voir, je crois. Oui, ça c'est effectivement relativement mal terminé, mais c'est vrai que c'est une sorte de curiosité de l'histoire informatique, de voir ces deux hommes qui ont tout d'un coup formé un tandem, alors que, on va dire, rien ne les prédisposait à s'associer. C'est un peu les hasards de l'histoire, le fait que Robert Cailliau, tout en étant un ingénieur en mécanique des fluides, était passionné d'informatique et il percevait déjà qu'il fallait, à un moment ou un autre, qu'il fallait simplifier la communication entre chercheurs, qu'ils arrêtent de se déplacer avec des disques durs et des disquettes d'un étage à l'autre d'un bâtiment. Il fallait simplifier ça. Il y avait Internet qui existait déjà, un réseau. Et donc, comme il avait cette passion, on va dire, à côté de son métier principal, il s'est retrouvé à étudier sur la même chose, le même objet d'étude que Tim Berners-Lee. Il y a, vous l'évoquiez tout à l'heure, la mainmise aujourd'hui des GAFA sur ce réseau mondial. Ça, c'est un des regrets chez Robert Cailliau, mais aussi chez Tim Berners-Lee. Et je vais vous proposer d'écouter justement le Britannique à l'occasion du 25e anniversaire du web, qui revient sur les principes fondateurs de ce réseau et qui appelle à la création d'une charte de l'Internet, des propos qui datent de 2014. On écoute. Nous nous sommes développés en utilisant le web comme un média ouvert. Donc, n'importe qui peut se connecter à n'importe quoi. Vous mettez en place un site web et alors je pourrais me connecter, peu importe qui je suis. Nous devons réfléchir aux 25 prochaines années et nous assurer que nous avons établi les principes sur lesquels le web est basé. Principe de transparence, principe de confidentialité, principe de non-censure par exemple. Alors, ça date de 2014, ça fait 5 ans. On n'a pas pris cette voie-là. Non, pas du tout. Et c'est amusant de voir que en 2014, il était encore assez tendre, on va dire, Tim Berners-Lee, dans l'espèce de constat d'échec qu'il pourrait faire de ce qui est devenu le web aujourd'hui. Et vers 2016-2017, ça a basculé. On va dire qu'il est devenu maintenant, oui, un peu comme Robert Cailliau, en fait, très très négatif sur l'état du web aujourd'hui. Il écrit chaque année une lettre où il dresse son constat, il dit où ça en est aujourd'hui. Et c'est de plus en plus noir, on va dire, ces constats, parce que pour lui, aujourd'hui, les choses ne font qu'empirer. Il parle notamment de transparence, il parle du fait que chacun devrait avoir un même accès à Internet, au web. On voit que c'est très différent. Le web en Russie, le web en Chine, le web aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose. Des sites commencent à être censurés, verrouillés. Et ça, c'est vraiment la hantise suprême de Tim et Robert, parce qu'ils voulaient justement un accès vraiment universel et assez égal. Alors on pourrait dire qu'il y a plein d'autres choses, les élections qui commencent à être influencées par des faux comptes Twitter et Facebook, le fait que maintenant tout le monde est sur des applications et puis des sites web. Alors ça peut paraître un peu anodin, mais pour les fondateurs, en fait, c'est complètement détruire s'ils avaient imaginé. Ils voulaient que le web ce soit une sorte de vagabondage dans une immense prairie. Et au lieu de ça, on est menotté à des applications dont il est très difficile de sortir, quoi.
Votre livre, vous l'avez dit, c'était aussi raconter cette histoire du web. On y voit aussi la rivalité entre les Américains du MIT et les Européens du CERN, et le CERN qui se fait complètement doubler. Les Américains sont bien plus efficaces, en fait. Oui, donc les Américains sont bien plus... Bon, alors je vais donner quelques clichés, mais les Américains, sur le coup, en tout cas, sont montrés beaucoup plus visionnaires, beaucoup plus entreprenants, et ils étaient pressés, parce que voilà, effectivement, ils ont perçu tout de suite que là, il y avait un phénomène d'ampleur qui était en train de se jouer et qu'il fallait être dans le wagon de tête. L'Europe était plus lente, au CERN, on ne comprenait pas... En fait, le CERN, c'est pas un laboratoire informatique, c'est un laboratoire de physique, et donc... de recherche nucléaire, de recherche nucléaire, de le préciser, mais oui. De recherche nucléaire, et donc les employés, les états-majors du CERN n'ont pas spécialement la science informatique, n'ont pas une sensibilité à ça, et donc ce qui explique en partie pourquoi l'objet leur a totalement échappé et qu'ils n'avaient même pas du tout envie d'investir là-dedans, même dans les années 93-94, quand ça commençait à prendre de l'ampleur. Ils voulaient juste un copyright et puis s'en débarrasser. Les Américains aussi, ils avaient cette vision libérale, enfin pour certains, et d'introduire justement cette commercialisation du web très vite. Oui, notamment aussi parce que, de nouveau pour comparer avec l'Europe, aux États-Unis, les chefs d'entreprise souvent avaient déjà une formation en informatique et en programmation informatique. Tandis qu'en Europe, on avait, et c'est sans doute encore le cas, plus tendance à passer par des écoles de commerce et pas avoir spécialement cette fibre informatique qui peut aider évidemment quand il y a des nouveaux concepts qui se développent à mettre la main dessus, parce que justement on perçoit le potentiel. Et donc voilà, c'est notamment aussi ce qui explique la différence. Et après, effectivement, les Américains, ils avaient envie de le commercialiser. Mais alors attention, il ne faut pas penser que Tim et Robert, ils étaient contre cette idée-là. Ils avaient envie évidemment que ça se déploie, que ça se développe très vite et que tout le monde puisse y accéder. Maintenant, cette commercialisation, elle s'est faite de façon de plus en plus violente et de plus en plus privatisée. Tim Berners-Lee, d'ailleurs, vous le dites dans le livre, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout motivé par l'argent, hein. Non, semble-t-il en tout cas, ni par la gloire. Ce qui peut aussi expliquer son relatif anonymat. Je veux dire, il est bien plus connu que Robert Cailliau, mais pour quelqu'un qui est à la base d'une telle invention, ça reste quelqu'un d'assez, je trouve, d'assez méconnu. Mais voilà, ça ne l'intéresse pas. L'argent, la gloire, il s'en est toujours prémuni. Robert Cailliau, votre livre est sorti donc... Enfin, le livre sur Robert Cailliau est sorti en mai dernier. Est-ce que vous savez comment Robert Cailliau a réagi? Il vous a appelé, il vous a envoyé un mail, vous avez communiqué par... Oui, alors il m'a envoyé un mail 2-3 jours après la sortie du livre, parce qu'il en avait entendu parler via ses proches, en me disant je vais me procurer le livre et je vous ferai mes commentaires. C'était il y a 3 mois et depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Peut-être qu'il va nous voir sur TV5 Monde aujourd'hui. Qui sait, on l'espère. Merci Quentin Jardon d'avoir été avec nous. Votre livre Alexandria est donc publié aux éditions Gallimard. Merci.